La conférence de ce matin, j'ai fait à peu près la même, hein, j'avoue, à Lyon en octobre, en novembre, je ne me souviens plus, lors d'un événement sur le développement. C'est un truc qui s'appelait le Blend Web Mix. Une grosse conférence à Lyon avec 150 intervenants, tout ça, sur les startups, les jeunes entrepreneurs, plein de choses comme ça, dont c'est pas trop mon univers en fait. Et donc il m'avait mis dans une toute petite salle tout en haut à l'étage avec 20 personnes. C'était une salle de 150 places, ils étaient 20, ça faisait bizarre. Pour parler du logiciel libre, c'était pas trop leur délire. Ils parlaient de licorne et de start-up à 1 million d'euros, et puis moi je parlais de mes trucs à 3 000 euros. Donc voilà. Et en fait, quand j'ai fait cette conférence sur le logiciel libre, il y a des gens, les 20 personnes qui étaient là, qui ont vu que j'avais monté une coopérative Rainbox, et qui m'ont demandé tout de suite toutes les questions. Après la conférence, nous n'en étions pas du tout autour du logiciel libre, parce que j'étais face à des développeurs qui étaient déjà calés sur le truc, mais qui m'ont tous posé plein de questions sur la coopérative. Et quel rapport entre le fait de développer du WIC, de défendre le logiciel libre, de faire de la gratuité, et le fait de monter une structure en coopérative. Et du coup, cette conférence, j'ai décidé d'y ajouter une petite partie en plus, un bonus, pour répondre à ces questions-là, qui sont des questions qui en fait reviennent très souvent. Même là, encore aujourd'hui et hier, c'est des choses dont j'ai parlé avec certains d'entre vous, qui sont venus naturellement me poser ces questions-là. Donc désolé pour eux, parce que je les ai spoilés et j'aurais déjà tout dit ce que j'allais dire là. Mais donc pour ceux qui ne participent pas à la conversation, voilà les réponses. Alors du coup, là par contre, j'ai plein de notes, parce que celle-là, je la connais pas par cœur de conférence. Donc pourquoi donc en fait l'histoire c'est que j'étais indépendant, j'étais auto-entrepreneur et pour continuer à faire des films, pour pouvoir bosser à plusieurs, pour pouvoir me structurer, pour pouvoir faire plein de choses, il fallait une structure, il fallait autre chose. Auto-entrepreneur, c'est sympa pour les gens qui sont salariés et qui ont une activité complémentaire. C'est pas un statut vraiment pratique pour un travail à temps plein, pour une activité principale. Il se trouve que, en plein dans ces réflexions-là, Michael voulait tout faire pour quitter Ankama, hein, je peux le dire, il est où? Ah justement, il n'est pas là, j'en profite. Donc il voulait absolument quitter Ankama pour plein de raisons, il n'en pouvait plus, et ça tombait super bien, parce qu'on avait déjà parlé de faire quelque chose ensemble. Et donc on se retrouve là tous les deux, en se disant, bon allez, c'est parti, on s'entend bien, on a les mêmes convictions, on a les mêmes envies, qu'est-ce qu'on fait ? On monte une boîte. Alors ça, c'est le premier mot qui vient. On dit, ouais, ok, c'est cool, on monte une boîte. On n'y connaissait rien, ni l'un ni l'autre, quoi. Et donc ça, c'est le moment où on se dit, waouh. On regarde un petit peu la gueule de la montagne et on se rend compte qu'en fait, il y avait un nuage qui cachait le haut et qu'elle était 2 fois plus haute que ce qu'on croyait. Et donc, quand on monte une boîte, il faut choisir plein de choses. La forme de la boîte, le statut juridique, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je ne vais pas vous expliquer ça en détail parce que c'est vraiment insupportable, mais voilà, à un moment, il faut choisir la forme qu'elle va prendre, la boîte. Ça, c'est vraiment important. Et moi, avec mon passé de gaucho anarchiste militant, je connaissais les coopératives. C'est un truc qui me parlait. Je sais qu'il y en a d'autres à qui ça parle ici. Enfin voilà, c'était une forme d'entreprise que je connaissais et que j'appréciais beaucoup pour plein de raisons que je vais vous expliquer là. Donc, pourquoi on choisit de faire une coopérative ? La première et la plus évidente des raisons, même s'il y en a d'autres qui sont vachement plus pragmatiques, c'est par conviction. C'est parce que la coopérative, vous allez le voir, c'est quelque chose qui permet une organisation du travail complètement différente d'une entreprise classique, traditionnelle. Alors, pendant la demi-heure où je vais vous parler là, je vais avoir beaucoup de mal à parler des entreprises autres que coopératives. J'aime pas dire normales, parce que voilà, les autres, quoi, les pas coopératives. Je manque de vocabulaire pour les décrire. Dans mes slides, j'ai mis société par action pour abréger le truc. Donc tous les dérivés de SA qui existent, quoi. C'est une autre façon de dire que c'est par conviction, c'est pour une autre vision de l'organisation du travail. C'est une volonté qui rejoint un historique personnel, autant de Michael que de moi, c'est que quand on a été salarié dans une entreprise en CDI, quel que soit le domaine, pas que l'animation, et même peut-être un peu moins l'animation que d'autres domaines, parce que j'ai bossé au McDo et à la CPAM, donc j'ai une espèce d'expérience de ce monde de l'entreprise
particulier, des fois, quand on est passé par ces cases-là, on se demande si on pourrait pas faire un peu autrement et s'épanouir un peu plus dans son boulot plutôt que de le subir. Parce qu'il y a quand même pas mal de moments où on le subit, même si c'est pas 100% du temps et que ça dépend des entreprises. Voilà, quand on est amené à monter une entreprise, forcément on se demande, du coup les gens avec qui je vais travailler, les salariés de mon entreprise à moi, est-ce que j'ai vraiment envie de les faire travailler comme moi j'ai travaillé avant et clairement la réponse était non, je voulais pas que mon entreprise ce soit McDo, quoi, si je caricature. Donc voilà, c'est parce qu'on a envie d'organiser le travail autrement. Et évidemment, il y a un petit côté, voilà, j'ai dit le mot, il y a un petit côté anticapitaliste, sans l'être. Et c'est ce qui est vachement intéressant. J'y reviendrai. Mais en vrai, quand on monte une coopérative, c'est qu'on s'est posé la question à un moment des actions, des dividendes et toutes ces conneries-là. Et qu'on a peut-être envie de montrer qu'il y a un autre moyen de financer une entreprise que de vendre des actions et verser des dividendes aux gens. Et ce qui est intéressant dans la coopérative, c'est que malgré tout, on est dans un système qui est capitaliste, sans jugement de valeur. C'est comme ça. Et du coup, on nous demande, quand on crée une entreprise, qu'elle soit capitaliste. Il faut un capital quand on crée une entreprise en France. Et la coopérative, elle permet ça, dans un système capitaliste, d'avoir un fonctionnement qui, au fond, si on le souhaite, est complètement anticapitaliste. Pardon. Oui, donc, si je résume, et si j'explique un peu plus concrètement ce que c'est, là-dedans, ça veut dire que quand on bosse et quand on fait ce genre d'entreprise, c'est qu'on s'est posé des questions et c'est qu'on a des principes qu'on veut respecter. Et ces principes-là, les principes coopératifs, sont les mêmes pour toutes les coopératives. Et c'est la première page des statuts des coopératives. Alors quand on crée une entreprise, on crée ce qu'on appelle les statuts. On écrit des statuts. C'est un super document de 15 à 200 pages, suivant les entreprises. Souvent, ceux des coopératives sont un peu plus épais que les autres. Les statuts, c'est en gros le texte de loi de l'entreprise. C'est la constitution. C'est ce qui fait les règles fondamentales de fonctionnement de l'entreprise. La répartition des droits de vote en assemblée générale, qui est le chef, qui n'est pas le chef, comment on finance, combien valent les parts ou les actions s'il y en a. Tout ça est décidé dans les statuts de l'entreprise. Et donc la première page des statuts d'une coopérative sont les principes coopératifs. Il y en a par défaut 6 ou 7, je ne me souviens plus exactement, et puis après un module un petit peu en fonction de l'entreprise et de ce qu'on a envie de mettre dedans, c'est libre. Ici, je vous résume les principaux. C'est pas exactement ceux qu'on a écrits dans nos statuts. Je les ai simplifiés parce que c'est du vocabulaire juridique et que c'est un peu le bordel. Du coup, j'ai traduit en français, en fait. Et même en français, il y en a certains que je vais expliquer un petit peu. Rainbox, notre coopérative, est composée en priorité de coopérateurs salariés. Alors ça, c'est le principe le plus important. Coopérateurs salariés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés de Rainbox sont fortement encouragés, voire même obligés, d'acheter des parts de Rainbox. C'est-à-dire que tout le monde est copropriétaire de l'entreprise. Contrairement à une entreprise capitaliste qui est possédée par des actionnaires, ou un seul actionnaire, ou ça dépend, en coopérative, le but de la coopérative, c'est que tous les gens qui y travaillent possèdent un petit morceau de l'entreprise. Et j'expliquerai après ce que ça change, mais ça change beaucoup de choses en termes de responsabilité et de prise de décision dans l'entreprise. Et donc le but d'être copropriétaire de l'entreprise, c'est de développer en commun les activités professionnelles et l'indépendance économique. Donc ça, c'est important. Le but, comme le nom l'indique, c'est de travailler ensemble. On est des gens qui ont un métier, autant les fondateurs de la coopérative que les salariés, c'est-à-dire que Michael et moi, on n'est pas des entrepreneurs, on est animateurs et producteurs. Et on veut faire de l'animation et de la production de films. On ne veut pas monter des boîtes. C'est déjà une nuance super importante. Je reviens à mes gens du Blend MX, là, c'est ça qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'étais devant un parterre de gens dont le métier, c'était de créer des boîtes, en fait. Mais que ce soit vendre des petits pois ou faire une compagnie de taxi qui embauche des gens libéraux au lieu des salariés, pour eux, c'était pareil. Donc la coopérative, c'est pas du tout ça. Quand on monte une coopérative, c'est pour faire un travail bien particulier. Une coopérative, c'est ça. C'est pas un truc monté par un entrepreneur. Donc ça, c'est développer en commun nos activités professionnelles
et notre indépendance économique, parce que l'autre but de la coopérative, entre guillemets, pour résumer, c'est de payer les gens suffisamment bien pour qu'ils soient indépendants. Tout simplement. Le deuxième principe, c'est la démocratie et la transparence, qui découle du premier. On est tous copropriétaires, donc on est tous décisionnaires. Donc on a une vraie démocratie. Je pense que tous les gens qui ont été salariés dans une entreprise sont d'accord avec moi, c'est une espèce de dictature, une entreprise classique. À différents niveaux, c'est plus ou moins marqué, ça dépend de l'entreprise. Et attention, je ne parle pas du boulanger du coin qui est boulanger et il a son entreprise, c'est pas de ça que je parle de cette entreprise avec beaucoup de monde et un patron. Le but de la coopérative, c'est une vraie démocratie, c'est-à-dire que comme on est tous copropriétaires, on est tous co-décisionnaires, ce qui pose plus ou moins de problèmes, ça on pourra en parler après. Effectivement, ça peut être un défi. Et évidemment, puisqu'on est là pour travailler tous ensemble, le profit de l'entreprise passe après l'épanouissement des gens dans l'entreprise. Le but de l'entreprise, c'est pas que l'entreprise elle-même fasse du profit, le but de l'entreprise, c'est qu'on fasse notre métier et qu'on soit heureux de le faire. C'est ce qui est écrit là. Alors celui-là, il demande une deuxième traduction, j'essaye de le traduire en français, il n'est pas encore super français. Le patrimoine commun de Rainbox, de la coopérative, c'est ce que possède l'entreprise en tant qu'entreprise. L'entreprise, on la considère comme une personne morale, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut posséder quelque chose. Et donc les salariés, par l'intermédiaire de l'entreprise, possèdent ce que possède l'entreprise. Mais bon, ce que possède l'entreprise, c'est impartageable, c'est des réserves impartageables. Ça veut dire qu'on ne peut pas se les approprier, ça veut dire que ça appartiendra toujours à l'entreprise. Il n'y a pas quelqu'un qui revendrait ses parts ou n'importe quoi qui pourrait récupérer du matériel à l'entreprise, c'est pas possible. Ce qui est dans l'entreprise reste dans l'entreprise et on ne peut pas se le partager sous prétexte qu'on est copropriétaire. Ça veut dire que ça favorise la stabilité de l'entreprise, que personne n'a le pouvoir de la couler, en fait, entre guillemets, quoi. Le but, c'est ce qui est écrit là, c'est à la fois son indépendance et à la fois la possibilité de la pérenniser dans le temps et que l'entreprise ne soit pas dépendante des membres fondateurs, par exemple. Le but de la coopérative, c'est ça, c'est qu'on a beau fonder la coopérative, on n'en est pas, elle ne dépend pas des gens qui la fondent. Une fois qu'elle est lancée, elle a sa vie propre, en fait. Et toutes les règles qu'on pose dans les statuts d'une coopérative ont pour but de pérenniser l'entreprise. Qui elle-même a pour but d'émanciper les travailleurs. Donc c'est un cercle comme ça qui fait que c'est stable. Il y a d'autres principes que j'explique pas forcément qui sont un peu compliqués. Là, on a deux principes que nous, on a ajoutés dans le statut. L'ouverture et la transparence. Ça rejoint à ce que je disais sur Duic ce matin. Le but est de partager nos techniques. Et on l'a mis dans nos principes, c'est dans les statuts de l'entreprise. C'est un des principes de Rainbox, c'est un des buts qu'on doit respecter. L'avoir mis dans les statuts, ça fait que si Michael se barre de la coopérative et si je me barre de la coopérative, ce sera d'autres gens qui vont continuer. Mais ça ne changera pas. C'est dans les statuts. Et même chose sur le respect de l'environnement, qui est quelque chose qu'on a ajouté parce que ça nous tient à cœur, tout simplement. On consomme pas mal d'électricité quand on fait de l'animation. Les ordinateurs, c'est pas ce qui est le plus écologique. Donc on se fournit en énergie exclusivement chez Enercoop, qui est une autre coopérative qui ne produit de l'électricité qu'à partir de sources d'énergie renouvelables. Donc on est 100% renouvelable à Rainbox. Et c'était important pour nous. Enercoop, parce que les coopératives sont quasiment toutes syndiquées entre elles et le but c'est qu'il y a justement une espèce de réseau des coopératives et d'entraide des coopératives. Et il y a une espèce de règle comme ça entre coopératives, c'est qu'on privilégie le travail avec les autres coopératives, on essaie de défendre le modèle. Et donc il y a, c'est logique de se fournir en électricité auprès d'une coopérative. Et il y a ces choses-là en plus qui sont pas dans les principes, mais qui guident le fonctionnement et l'organisation du travail pour le comprendre un petit peu. C'est-à-dire que l'adhésion à la coopérative est volontaire, on ne l'impose pas, et elle est ouverte à tous entre guillemets, à tous les salariés évidemment. Le pouvoir doit rester démocratique et exercé par tous les membres de la coopérative. Il n'y a pas de patron dans une coopérative. Les membres participent économiquement au développement de la coopérative en achetant des parts, c'est-à-dire que les gens s'investissent tous, un petit peu financièrement, autant qu'humainement.
La coopérative reste autonome et indépendante, on y reviendra par la suite, c'est-à-dire qu'elle ne dépendra jamais d'un financier extérieur. Elle ne peut pas être possédée par un milliardaire français, on ne peut pas être racheté par un magnat des médias, c'est pas possible. On favorise l'éducation, la formation et l'information des gens, c'est-à-dire que ça paraît logique, hein, mais c'est pas forcément évident partout, mais là, pour le coup, dans l'animation, c'est vrai que dans n'importe quelle boîte, c'est pas un problème, mais le but est effectivement que les gens progressent dans leur métier. On favorise la coopération entre les coopératives, ce que je viens d'expliquer juste avant, et l'engagement envers la communauté, ça rejoint ce que je disais sur du X ce matin, par exemple. Si on rentre un peu plus dans le concret, alors attention, le super concret, on est donc une SCOP ARL, une société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée à capital variable. Ça, c'est ce qu'on est. Ça va? Vous avez suivi? Je vais vous expliquer, on va faire ça un peu plus clairement. Une entreprise, il y a deux choses importantes. Je représente sous forme de camembert, c'est pas hyper judicieux de ma part, j'y ai pensé après coup parce que c'est pas vraiment une répartition de valeur d'un truc global, mais en gros dans l'entreprise il y a ce qu'on appelle le capital, c'est ce qui représente la valeur de l'entreprise entre guillemets. Le capital représente ce que les gens ont investi dans l'entreprise, l'argent que les coopérateurs ont donné à l'entreprise pour qu'elle puisse fonctionner. Par exemple, Rainbox actuellement a un capital de 10 000 euros. Un capital qui peut être variable, c'est ce qu'on disait juste avant, il n'est pas fixe en coopérative, il peut varier. On va voir après pourquoi. Et l'autre truc qui définit une entreprise, ou en tout cas que les gens qui suivent le monde de l'entreprise, auquel les gens accordent beaucoup d'importance, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire combien d'argent chaque année est facturé par l'entreprise. C'est intéressant de regarder ça comme ça. Le capital est le résultat de l'investissement des financeurs, quels qu'ils soient. Je parle de toutes les entreprises. Le chiffre d'affaires, c'est le résultat du travail des gens dans l'entreprise. C'est la valeur qui est vendue. Dans ce chiffre d'affaires, il y a une part qu'on appelle le bénéfice. C'est ce qui reste après avoir payé les salaires et les factures. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on additionne tout ce qu'on a facturé. Mettons, je prends un chiffre rond, hein, c'est pas du tout des chiffres exacts, mais on prend 100 000 euros pour que ce soit facile à calculer. Si on a un chiffre d'affaires de 100 000 euros, on a payé, mettons, 60 000 euros de salaire à nos salariés, on avait 70 000 euros de factures, de trucs qu'on a achetés, qu'on a investis et tout ça, il reste, j'avais dit 70 000, c'est ça? Il reste donc 30 000 euros de bénéfice, qui est le RAB. D'accord? Ce bénéfice-là, c'est important, puisque c'est le bonus qui peut servir, en fait, qui est divisé en trois, qu'on utilise de trois manières dans une entreprise. Je parle toujours de l'entreprise en général pour après vous expliquer qu'est-ce qui est différent dans la coopérative. Le bénéfice sert à rémunérer les actionnaires en payant des dividendes. Le principe étant, tu nous as donné 100 euros en achetant des actions, tous les ans, je te file 5 euros pour te remercier des 100 euros que tu nous as avancés. Ça, c'est le dividende qu'on prend sur les bénéfices de l'entreprise. Normalement, une entreprise n'a pas le droit de verser des dividendes si elle ne fait pas de bénéfices. Il y a une deuxième partie qu'on peut mettre en réserve, c'est-à-dire c'est une partie du bénéfice auquel finalement on ne touche pas, on le laisse sur le compte bancaire et il sert à investir, à acheter des choses l'année d'après ou faire de la trésorerie, ou enfin voilà, c'est une partie à laquelle on ne touche pas et qui reste dans les comptes de l'entreprise. Et évidemment, si on veut, on peut reverser une partie de ce bénéfice aux salariés, en considérant que, puisque ça fait partie du chiffre d'affaires, peut-être sympa de leur donner leur part, en fait. Donc voilà comment se divise au final le chiffre d'affaires à l'arrivée. Les proportions dans le camembert sont à peu près... non, même pas, elles ne sont pas justes du tout, en fait. C'est des proportions juste comme ça. Voilà. Donc voilà, normalement, à cette étape-là, si je ne me suis pas trop gouré dans mon truc, c'est un peu plus clair pour vous. Comment est structurée une entreprise. Ouais. Et on va pouvoir parler de la coopérative. Je me mélange. Voilà.
La coopérative, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre la différence, on va voir ça ensemble. Cette image-là, c'est le label des coopératifs. C'est un espèce de label rouge, comme pour le cochon. Quand on est une coopérative, on a le droit de mettre ce logo-là sur nos papiers et tout ça pour prouver qu'on a des principes et qu'on a des valeurs. Donc il y a un petit dossier à remplir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un label international qui est utilisé un peu partout dans le monde. Les valeurs coopératives, c'est un truc vraiment international. C'est pas propre à la France. La France a son statut juridique dont j'ai parlé tout à l'heure, la société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée et à capital variable. Ça c'est le truc typiquement français, mais ça représente les principes coopératifs qui sont valables dans le monde entier. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence dans une coopérative chez nous et pourquoi on a fait ça? D'abord au niveau du capital, donc de l'investissement qu'on y met. Dans une coopérative, colonne de gauche, le capital est possédé par les sociétaires. Les sociétaires étant, je vous le disais, majoritairement des salariés, on va revenir, donc c'est des sociétaires. Dans une entreprise classique, c'est des actionnaires. C'est un petit peu différent. C'est différent pourquoi? Parce que dans une entreprise classique, les actionnaires sont n'importe qui. Mais vraiment n'importe qui. Je ne dis pas ça pour me moquer, ou je ne dis pas ça... voilà, ça peut être n'importe qui. Ça peut être... le premier investisseur venu peut être actionnaire de n'importe quelle action. On peut très bien avoir un type spécialisé dans le BTP qui est actionnaire d'une entreprise de cinéma d'animation. Ça arrive d'ailleurs. Il y a des gens qui font du BTP qui possèdent des entreprises de téléphonie mobile, par exemple. Ça, c'est l'actionnariat. Le sociétariat impose que 50% de l'entreprise appartiennent aux salariés. Ça veut dire qu'en coopérative, la moitié du capital minimum appartient nécessairement aux salariés. Ce qui fait qu'un actionnaire, un sociétaire extérieur à l'entreprise, même s'il se barre, le capital ne diminue pas de plus de la moitié, c'est pas possible. Donc ça assure aux salariés de rester maîtres de leur propre entreprise. Et personne ne peut posséder plus de 50% des parts de l'entreprise. C'est-à-dire que à aucun moment, même un salarié ne peut posséder plus de 50% des parts. Donc l'entreprise ne peut pas être mise en danger par qui que ce soit. Ce qui fait par exemple que quand on monte une coopérative à deux, on possède forcément, nécessairement, chacun la moitié des parts. Et l'autre grosse différence, c'est qu'en entreprise classique, si je possède 90% de l'entreprise, je possède 90% des droits de vote. Autrement dit, je fais ce que je veux avec mon entreprise. Autrement dit, si je suis un millionnaire du BTP et que je possède une entreprise de téléphonie mobile, à 90%, c'est moi qui décide ce que va faire mon entreprise de téléphonie mobile. Dans une coopérative, chaque personne a un droit de vote. C'est un droit de vote par personne. Si j'en possède, pas 90% puisque je n'ai pas le droit, mais 50%, la plus grande quantité possible, il n'empêche que j'ai un seul droit de vote. Si en face de moi, il y a 10 personnes qui possèdent chacune 5%, eh ben, elles ont quand même 10 fois plus de poids que moi réunies ensemble. Et aussi, on réserve nécessairement 65% des droits de vote aux salariés. C'est une garantie que les salariés auront toujours la priorité sur un investisseur externe. Tout simplement parce qu'on considère en coopérative que c'est le salarié qui sait de quoi il parle, puisque c'est lui qui fait le métier, c'est lui qui crée l'animation, c'est pas un banquier. Autre chose que j'ai oublié de noter là, une autre différence fondamentale, c'est qu'une action, sa valeur peut varier. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui acheter une action d'une entreprise, mettons à 100 €. Dans 2 ans, cette action peut très bien valoir 200 €. Et donc je peux la revendre et puis gagner 100 € dans l'affaire, c'est ce qu'on appelle spéculer. Ou alors je peux me gourer et pas avoir de bol, l'action de l'entreprise peut dégringoler et puis valoir beaucoup moins, et dans ce cas j'ai perdu de l'argent. En coopérative, les parts, on n'appelle pas ça des actions, on appelle ça des parts, la valeur ne peut pas varier. Quand j'achète 100 € d'une coopérative, dans 10 ans, j'aurai toujours 100 € de la coopérative. Ça a deux intérêts, ça empêche la spéculation et ça limite la prise de risque. C'est-à-dire que quand je vais décider de vendre mes parts, la valeur ne pourra pas avoir changé. Le seul risque, c'est que la coopérative entre deux, elle est coulée et qu'elle ne soit pas capable de rembourser les parts. C'est le seul et unique risque qu'il y a, et vous allez voir qu'il est assez limité au final. La conséquence de tout ça,
c'est que l'entreprise est gérée démocratiquement par tous les sociétaires qui sont copropriétaires. Et comme la majorité des sociétaires sont les salariés, l'entreprise est gérée par les salariés eux-mêmes. Contrairement à une entreprise par action classique où elle est représentée et gérée par les actionnaires qui peuvent être, on l'a dit, n'importe qui. Et l'autre truc qui change dans une coopérative par rapport à une entreprise classique, c'est la répartition des bénéfices qui restent à la fin de l'année. Comme dans une entreprise classique, ils se divisent dans les trois catégories, dividendes, réserves et parts pour les salariés. Les dividendes en coopérative ne peuvent pas être supérieurs à 33% des bénéfices. C'est interdit. Dans une société par action, tout est dit, on fait ce qu'on veut. Par exemple, et après, donc voilà, après l'entreprise, la coopérative est libre de ne pas distribuer de dividendes du tout si elle le souhaite, évidemment. La part des salariés n'est pas obligatoire en entreprise classique et doit être supérieure à 25% des dividendes dans 25% des bénéfices, pardon, dans une coopérative. C'est-à-dire que la coopérative est obligée de verser tous les ans un quart de son bénéfice aux salariés d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs méthodes pour verser cette part de bénéfice. Il y a ce qu'on appelle la prime de participation, il y a la prime d'intéressement, enfin il y a plein de méthodes pour que les salariés récupèrent leur part, mais en tout cas on est obligé d'y consacrer 25% du bénéfice annuel. Et pour ce qui est de la réserve, la coopérative est obligée légalement de laisser au moins 16% de son bénéfice en réserve. C'est une garantie de bonne gestion, entre guillemets, c'est-à-dire que même si je veux couler mon entreprise, ou même si Michael et moi voulons couler notre entreprise, puisqu'on doit être d'accord, en fait on peut pas, on est obligé de faire en sorte qu'elle investisse et qu'elle ait de la réserve. Voilà, c'est une sécurité en fait pour l'entreprise elle-même. En société par action, la réserve n'est pas obligatoire. Et du coup, j'ai été chercher les statistiques. À gauche, les pourcentages moyens des coopératives en France, 10% en dividendes. Pourquoi les coopératives versent du dividende ? C'est une question qu'on m'a déjà posée et c'est vrai que c'est logique de poser la question puisque le but finalement c'est un peu de dire qu'on a un système différent, tout simplement parce que certaines coopératives pour grossir, pour financer leur activité au début, sont obligées d'aller chercher des financiers à l'extérieur. C'est-à-dire que toutes les parts ne sont pas nécessairement possédées par les salariés. Et c'est assez difficile de convaincre un financier extérieur à mettre de l'argent à la coopérative si on ne le rémunère pas du tout. Donc il y a souvent un petit peu de dividende qui est reversé quand même aux sociétaires, la moyenne nationale étant de 10% du bénéfice. Et après, la part salariée et réserve dans les coopératives, c'est à peu près moitié-moitié de ce qui reste, donc 45% chacun. Je vous promets que ce sont les vrais chiffres. En société par action, dans toutes les autres entreprises, la moyenne nationale, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, la moyenne nationale, c'est ce qui est écrit là, 85% de dividendes, 15% de réserve, et les salariés... En vrai, il y a un tout petit peu, mais j'ai arrondi au pourcent le plus proche. Voilà. Donc, voilà, je pense que ça se passe d'explication. Donc, si je conclue un petit peu ça... Alors, ces chiffres-là, j'ai trouvé ça incroyable quand j'ai cherché, je n'y croyais pas, donc j'ai vraiment beaucoup cherché. Et par curiosité, j'ai ramené les mêmes pourcentages en proportion du chiffre d'affaires, en incluant les salaires. C'est-à-dire que j'ai pris le chiffre d'affaires, j'enlève dans les statistiques ce qui est payé par l'entreprise quand elle paye ses factures et tout ça, donc les achats. Il me reste dans le chiffre la somme de tous les salaires versés dans l'année, plus le bénéfice, et je regarde en pourcentage ce qui est reversé aux salariés de tout ça, salaire plus prime, ce qui est reversé en dividende et ce qui est reversé en investissement. En coopérative, 69% du chiffre d'affaires va aux salariés, alors qu'en société par action, 42% va aux salariés, même pas la moitié du chiffre d'affaires. Voilà, c'est juste ça, parce que je voulais voir ce que ça donnait, donc c'est assez effarant, en fait, quand on y pense. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, voilà. Du coup, le choix de se mettre en coopérative, en fait, toutes ces règles-là, ce sont des règles qui ont deux impacts.
il y a un impact sur l'entreprise. Statistiquement, les coopératives sont des entreprises qui font beaucoup moins faillite que les sociétés classiques, parce que les règles font que l'entreprise a un fonctionnement plus sain. Les coopératives sont statistiquement des entreprises qui font beaucoup plus d'emplois que les entreprises classiques. Tout simplement parce qu'en ne versant pas ou très peu de dividendes, on a l'argent pour embaucher des gens et pour développer l'activité. Alors ça sonne très très partisan comme discours, mais c'est un fait. Dans les statistiques, les coopératives embauchent plus, c'est tout. Voilà, ça c'est l'effet sur l'entreprise. Et c'est pas ça qui m'intéressait quand j'ai proposé à Michael de monter la boîte sous forme de coopérative. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant ça, c'était le côté salarié, le côté travailleur. C'est que pour les salariés de l'entreprise aussi, c'est complètement différent. Parce qu'au lieu d'être salarié d'une boîte où on a un patron qui décide de tout ce qu'on fait et qui décide des horaires qu'on passe au travail, qui décide de notre salaire, qui décide de tout, au final, on n'a pas son mot à dire quand on est salarié, on accepte ou pas. Mais si on n'accepte pas, on bouffe pas parce qu'on est au chômage et qu'au bout d'un moment, le chômage, ça permet plus de payer les nouilles, quoi. La coopérative, il n'y a pas de patron, c'est le salarié le patron, et du coup, on est dans une décision collective. Alors, je décide pas tout seul de mon salaire, mais je sais que le salaire qu'on se verse, il va être décidé entre nous, donc on va se mettre d'accord, qu'on va arriver à un consensus, qu'on va trouver une méthode de décision. Alors nous, pour le cadre N-Box en particulier, on est deux, donc on se met d'accord, quoi. Au pire, on fait un petit match de catch, puis voilà, on trouve les solutions. C'est pas grave, à deux, ça va. À plus nombreux, il faut trouver des méthodes. Mais en tout cas, le salarié devient lui-même décisionnaire dans l'entreprise. Et en fait, ça a énormément d'avantages. C'est qu'on s'investit, on tient à l'entreprise. Rentrer dans une coopérative, c'est pas anodin. Le but, il est vraiment de s'investir, de faire en sorte que l'entreprise fonctionne, qu'elle se développe. Et puis surtout, on prend nos propres décisions sur notre propre avenir, sur notre propre fonctionnement. On est libre un peu de faire ce qu'on veut. On décide de se mettre 7 semaines de congé par an, on se met 7 semaines de congé par an. Il suffit que tout le monde soit d'accord. On n'a pas le budget, on décide que sur ces 7 semaines, il y en a 2 semaines en congé sans solde. On se prend les 2 semaines en congé sans solde, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut. On n'a pas un patron qui va décider à notre place de ce que nous, on décide de faire. On décide de bosser 45 heures par semaine, on bosse 45 heures par semaine, si on voulait, en soi. Bon, ça n'arrive jamais. Non, mais voilà, on devient... c'est un travail, c'est ce qu'on appelle l'émancipation, quoi. On s'émancipe de règles qu'on n'a pas dessinées, on décide nous-mêmes de nos propres règles. Donc voilà ce qui a motivé cette structure-là, en fait. Je sais plus ce que j'allais... Pardon, je me suis perdu. Oui. Pour terminer, juste du coup, très très concrètement, je vous explique un petit peu du coup comment ça marche. Après, je vous parle un peu d'expérience. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe? La question qui revient souvent, ok, donc vous m'embauchez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que du coup, je vais devoir vous filer 5 000 € pour augmenter le capital et être partenaire, machin? Concrètement, comment ça se passe en fait? Quand on embauche quelqu'un, soit on l'embauche en CDD, soit en CDI, comme dans toutes les entreprises. CDD comprenant les intermittents, évidemment. Nous, par exemple, pour notre cas particulier, mais c'est le cas dans quasiment toutes les coopératives, le salarié en CDD a le droit, s'il le souhaite, de demander à devenir sociétaire, c'est-à-dire d'acheter des parts de l'entreprise et donc gagner un droit de vote et s'investir dans l'entreprise. Tant que dure son CDD, et même après, s'il garde ses parts, il garde son mot à dire sur le fonctionnement de l'entreprise. Le CDI est obligé, dans un délai, dans toutes les coopératives comme ça, nous c'est au bout d'1 an, il est obligé de demander à devenir sociétaire de l'entreprise. Puisque le raisonnement, c'est de dire, on est en CDI, on est là pour rester dans l'entreprise, donc on s'investit humainement. C'est pas tant une question financière, c'est une question d'investissement humain dans l'entreprise et dans la prise de décision. Et donc si la candidature est acceptée, donc les candidatures pour devenir sociétaire sont acceptées en assemblée générale des sociétaires, c'est-à-dire que tous les sociétaires déjà existants dans la coopérative acceptent ou pas la personne en tant que nouveau sociétaire.
Souvent, si c'est quelqu'un qu'on a embauché en CDI, on n'a pas trop de raison de le refuser, hein, donc c'est assez automatique. Mais voilà, légalement, il faut qu'il y ait une assemblée générale qui valide ça, donc c'est fait une fois par an, en fait. Donc au bout d'un an, après avoir fait une demande, le salarié devient sociétaire de l'entreprise, et donc il doit acheter des parts. Il doit acheter des parts, ce qui augmente le capital. C'est pour ça que le capital d'une coopérative, c'est un capital variable. Le gros intérêt, c'est que la personne s'investit aussi financièrement un petit peu. C'est une espèce de forme d'engagement. Il s'investit financièrement dans l'entreprise. Et ça augmente un petit peu la trésorerie, quoi. C'est du bonus. Et donc il achète des parts. Alors après, concrètement, dans le système, il y a plein de façons de faire. Souvent, ce qui est fait, c'est que sur le salaire mensuel de la personne, il y a un petit pourcentage qui est récupéré, qui est versé en part, en fait, au lieu d'être versé en argent. Donc, tous les mois, la personne, en plus de gagner son salaire, elle gagne des parts de l'entreprise. Et après, c'est bon, il est sociétaire, il participe aux assemblées générales, il participe à la prise de décision. Pour les prises de décision courantes qui n'engagent pas énormément de frais et tout ça, il y a un ou plusieurs gérants qui sont élus par tous les actionnaires, par tous les sociétaires, pardon. Les gérants sont élus pour un mandat qui peut durer entre 1 et 3 ans. Par exemple, Michael et moi, on s'est auto-élus tous les deux. J'ai voté pour lui, il a voté pour moi. On est co-gérant de Rainbox. C'est sur notre procès-verbal d'assemblée générale de création d'entreprise. Et puis voilà, on a un mandat de 3 ans. Bravo, Michael, félicitations pour cette élection. Donc on a un mandat de 3 ans. Pendant 3 ans, on est co-gérant de Rainbox, sauf si 65% des sociétaires décident de nous destituer en assemblée générale convoquée par lettre recommandée. Comme on a 50% tous les deux, il faut qu'on soit tous les deux d'accord pour s'auto-destituer. Donc bon... Non mais voilà, il y a évidemment, comme ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a plein de règles, il y a plein de processus de fonctionnement qui ressemblent très fort, en fait, finalement. C'est pour ça qu'on parle de démocratie, que je parle de dictature quand je parle d'une entreprise normale. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est géré par des règles qui ressemblent très très fort aux règles d'un État. Elle a sa propre constitution, qui est les statuts de l'entreprise, elle a ses propres textes de loi, elle a ses propres fonctionnements. Même la révision des statuts, donc de la constitution de l'entreprise, est régie par un certain nombre de règles comme ça qui imposent qu'il y ait un certain pourcentage de sociétaires qui décident de les modifier. Enfin voilà, il y a plein de règles comme ça qui sont au final assez intéressantes. Pour revenir à mon cas concret d'un salarié qui serait sociétaire, du coup, une fois par an, il participe il y a au moins une assemblée générale par an pour valider les budgets, valider les comptes, et si jamais il y a un gros investissement à faire qui dépasse plus d'un certain pourcentage du capital, il y a des assemblées générales, c'est-à-dire que les gérants ou les co-gérants gèrent les affaires courantes, mais que si à un moment on veut investir la moitié du capital dans un film, on doit rassembler tous les sociétaires pour qu'on ait la validation de tout le monde, en fait. C'est pour ça que tout le monde participe et que c'est vraiment horizontal comme gestion, il n'y a pas du tout de pyramide et de patrons qui décident tout à la place des autres. Et une fois par an, on reçoit aussi notre petite prime de participation liée aux bénéfices de l'entreprise, ce qui est, ça c'est un passage assez sympa. Voilà, donc nous c'est dans 2-3 mois là, on a hâte, on va bientôt partir en vacances. Et voilà, et si jamais un jour on quitte l'entreprise, si on quitte la coopérative, c'est tout simple, on démissionne ou on se fait licencier ou on n'en sait rien, il peut y avoir plein de choses, rupture conventionnelle, tout ça c'est comme n'importe quelle entreprise, à ceci près qu'on peut demander le remboursement des parts. C'est-à-dire que l'argent qu'on a mis dans la coopérative, c'est pas de l'argent perdu, on le récupère au moment où on s'en va, on revend les parts à la coopérative, c'est donc une diminution de capital. Les parts sont détruites, elles ne peuvent pas être revendues à quelqu'un d'autre ou quoi, elles sont revendues à la coopérative elle-même, et on récupère la mise qu'on a mis en rentrant dans l'entreprise. Le seul risque étant donc que l'entreprise coule entre deux, ou qu'il y ait un déficit trop élevé pour pouvoir rembourser les parts. Quand on est en déficit, on ne les rembourse pas, c'est logique, on ne va pas inventer l'argent, on l'a pas. Donc c'est ça le seul et unique risque dans le fait d'investir dans une coopérative, c'est que l'entreprise ne marche pas et ferme. Et comme je vous disais, c'est un risque très très limité, puisque toutes les règles sont faites pour que la coopérative soit stable. Et puis pour ne pas avoir de quoi rembourser, il faut vraiment tout dépenser n'importe comment. Enfin, c'est des choses qui arrivent très 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 rarement, excessivement rarement. Voilà comment ça fonctionne. Après, j'ai 2-3 anecdotes marrantes. Je
Je connais des gens donc, qui ont monté une coopérative en Bretagne, une coopérative d'éducation populaire, qui a fermé il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Le Pavé. Je crois que c'est ça. Il y en a qui connaissent peut-être Franck Lepage, non qui fait des vidéos sur YouTube assez connues. Et donc lui, il faisait partie d'une coopérative, ils étaient 7. Et il racontait qu'il leur a fallu 4 heures pour décider la couleur de cahier, quoi, qu'ils utilisent dans la coopérative. Ça, c'est l'effet démocratie quand il y a du monde. Mais en même temps, c'est vachement intéressant parce que ça oblige à s'organiser, à trouver des solutions. Et parce que c'est une question qui revient souvent, c'est mais du coup comment on fait quand il n'y a pas de chef pour prendre des décisions tous ensemble, pour arriver à un consensus, pour tout ça, quoi. Et donc c'est vrai que ça peut être très 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 difficile, mais en même temps c'est extrêmement enrichissant et ça pousse les gens à justement essayer de trouver des modes de fonctionnement différents et de se dire, parce que le discours de dire il y a besoin d'un chef pour prendre des décisions, il revient quand même très souvent. Et la coopérative nous impose de trouver comment faire autrement. Et ça se fait, il y en a plein des coopératives. Enfin, il y en a plein. Il y a 2855 sociétés coopératives ouvrières de production à responsabilité limitée en France. Donc il y a 2855 coopératives sur le même modèle que nous. En vrai, il y a plus d'entreprises coopératives que ça, puisqu'il y a un autre statut juridique, la SCIC, la Société coopérative d'intérêt commun. Il y a 2 types de coopératives, donc il y en a un peu plus que ça, mais en vrai, il n'y en a pas tant que ça, étonnamment. Mais je pense que c'est un statut qui n'est pas très connu. Je ne sais pas pourquoi il y en a si peu, en fait, c'est intéressant. L'autre anecdote marrante, c'est... après, il y a plein d'anecdotes, hein, quand on crée une entreprise, il y a plein de trucs rigolos. Moi, j'aimerais raconter que quand on a créé les statuts, on réfléchissait à comment est-ce qu'on verse la part du bénéfice qui doit aller aux salariés, en prime de participation. Quand on verse une prime de participation, donc c'est la part de bénéfice qu'on donne aux salariés tous les ans, il y a plusieurs méthodes pour calculer qui touche combien. Il y a la division pure et simple. On a 12 salariés, on divise par 12 et chacun a la même part. Quel que soit le temps de travail passé dans l'entreprise ou quoi, celui qui a travaillé 3 mois et celui qui a fait toute l'année, ils ont chacun la même part. Donc ça, c'est plus facile mathématiquement. Il y a au prorata du temps passé, du temps de travail. Ce qui est ce que nous on a choisi par exemple, c'est-à-dire de dire bah voilà, on a telle part en fonction pour telle quantité de travail et c'est ce qui est le plus juste à mon avis. Et il y a aussi sinon la possibilité de verser en fonction du salaire des gens, c'est-à-dire que la personne qui est payée plus dans l'année, elle a une prime de participation un peu plus élevée aussi, c'est-à-dire qu'on garde les écarts de salaire dans la prime de participation. Et nous au début on s'était dit mais on va se marrer un peu, on va faire le contraire. On va verser des primes de participation plus élevées aux gens qui ont un salaire plus bas. Et on va essayer de rééquilibrer un petit peu les salaires. Il faut se dire qu'on s'était même posé la question de dire, tiens, et l'entreprise à salaire unique. C'est des choses qui sont assez en vogue dans les milieux un peu militants et tout ça. C'est des questions qui sont intéressantes de se poser, en fait. On peut même aller jusqu'à se dire, tiens, pourquoi est-ce que dans une entreprise, il y aurait des salaires différents ? Et donc, on s'est vite rendu compte que le salaire unique était juste légalement quasiment impossible à mettre en œuvre, tout simplement parce qu'on a obligation de respecter notre convention collective. Notre convention collective, disant qu'un réalisateur est payé, je sais pas, 3 000 € par mois, j'en sais rien, je ne connais pas les chiffres par cœur, si on voulait faire le salaire unique, ça voudrait dire qu'on était obligé de payer tout le monde au salaire du réalisateur. Donc, quand on vient de monter la boîte, c'est juste pas possible, quand on n'a pas le budget. Donc le salaire unique n'est pas possible légalement. Et donc nous on s'est dit c'est pas grave, on va contourner ça et on va utiliser la prime de participation pour équilibrer un petit peu. Et en fait c'est pareil, c'est pas légal, on n'a pas le droit. On n'a juste pas le droit parce que dans les méthodes de calcul de la prime, on n'a pas le droit de faire de discrimination et en fait c'est une discrimination envers les salaires plus élevés de verser des primes plus grandes aux gens qui gagnent moins. Donc c'est interdit. donc finalement on fait au prorata du temps de travail et c'est égalitaire pour tout le monde mais voilà, c'est la petite anecdote qui était marrante et c'est notre conseiller à la création d'entreprise qui nous avait dit ça. Il nous avait regardé avec des grands yeux, il m'a dit mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Ah bon, on est naïf, désolé. Enfin voilà, donc voilà comment j'essaye de répondre un petit peu à toutes ces questions qui reviennent très souvent de pourquoi est-ce qu'on a créé une coopérative et qu'est-ce que ça change. Je pense que maintenant, le plus simple, ce serait que vous posiez vos questions. Si jamais, je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un sujet un peu complexe. Oui, tiens, il y a une question là-bas.
Tout ceci est très intéressant. Une petite question au niveau de ce qui est juridique, en fait, comment ça se passe? Vous avez un conseiller, du coup, pour vous aider dans vos prises de décision, par exemple? Alors oui, enfin non, pas dans nos prises de décision. En fait, il y a énormément de structures qui existent pour aider les gens à la création d'entreprises en général. Nous, on a été aidés par une association qui s'appelle la BGE et on avait le droit à des heures de suivi personnalisées gratuits parce que Michael était chômeur et que les chômeurs créaient, les demandeurs d'emploi en phase de création d'entreprise bénéficient, c'est une loi hein, qui fait que c'est valable pour tout le monde, d'un certain nombre d'heures de suivi par des associations agréées pour aider à monter l'entreprise, dont du conseil juridique, du conseil financier, comptable, tout ce qu'on peut avoir besoin. Ça peut se faire en association, ça se fait aussi auprès des CCI et compagnie. Et en plus de ça, il y a l'URSCOP, le syndicat des coopératives, qui est là pour faire du conseil spécifique pour les gens qui veulent faire des coopératives ou pour, ce qui se fait très souvent, les salariés qui veulent faire évoluer leur entreprise en coopérative. On en entend parler des fois dans les médias quand il y a des usines qui ferment et des fois on entend passer l'info, l'entreprise a été reprise par ses salariés en coopérative. Donc ça c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand un grand groupe veut fermer une usine. Des fois, pour pas que l'entreprise ferme et pour conserver leur emploi, les salariés décident de reprendre leur entreprise et leur usine en coopérative. Et soit dit en passant, quand ils font ça, généralement, cette entreprise qui est soi-disant en perte d'argent et compagnie continue de fonctionner très très bien. Il y a beaucoup d'exemples d'entreprises reprises en coopérative au moment où elles étaient censées fermer. Et donc voilà, il y a du conseil spécifique à tout ça, pour répondre à la question. Et une fois que l'entreprise est créée, par contre, on est un peu plus seul, mais en fait, on a été mis sur les rails par tous ces conseillers, donc ça va, c'est pas la mort. Surtout quand on a un associé qui gère tout ça à notre place. Enfin, ça va, moi ça a été quoi. Oui, moi j'avais une petite question. Tu disais que là, pour l'instant, donc vous êtes que 2 sociétaires, si j'ai bien compris. À Rainbox, donc pour la prise des décisions, ça se fait assez facilement et rapidement. Est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, vous auriez envie d'agrandir un peu la famille, pour avoir plus d'échanges? Et est-ce que surtout c'est gérable, puisque tu avais l'air de dire que plus il y a de monde, plus les décisions sont difficiles à prendre aussi? Alors, du coup, il y a 2 questions. Oui, tout à fait. Pour la première question, le but de toute façon de toutes les coopératives, c'est de grandir progressivement, doucement. Il ne faut pas grandir trop vite. C'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Donc oui, évidemment, le but, c'est qu'il y ait des nouveaux coopérateurs qui rentrent. Ça va se faire, ça va se faire doucement, mais c'est le but. Ça pérennise l'entreprise aussi. Moi, j'ai coutume de dire que mon but à Rainbox, c'est que je puisse quitter Rainbox. C'est pas parce que je veux quitter Rainbox, c'est que le jour où je peux quitter Rainbox, ça veut dire que j'ai réussi à faire une entreprise qui fonctionne d'elle-même. Et pour que ça marche, il faut d'autres coopérateurs, il faut des gens qui viennent s'investir avec nous, et c'est le but. Pour la deuxième partie de la question, effectivement, ça va progressivement complexifier la prise de décision, mais d'abord on trouvera des solutions, hein, il y a toujours des solutions, et puis ça fait pas tant peur que ça, parce que des gens qui rejoignent une coopérative, c'est des gens qui adhèrent aux valeurs de la coopérative en particulier. Des gens qui vont venir à Inbox, c'est des gens qui adhèrent à ce qu'on fait, c'est des gens qui ont envie de le faire avec nous, donc j'ai pas peur là-dessus. S'il faut s'engueuler sur la couleur des cahiers, on s'engueulera sur la couleur des cahiers, mais ça va, on y survivra, je pense. Du coup, pour rebondir là-dessus, tu disais qu'il y avait une élection qui se faisait pour le gérant qui va gérer toutes les affaires courantes, mais toutes les décisions complexes, vous pouvez décider de les soumettre à un vote, tout simplement, ou Oui, faire en un référendum, quoi. Bon, ça, on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Alors après, il y a, de toute façon, au sein de l'entreprise, on fait un peu ce qu'on veut, entre guillemets. Si à un moment, on décide de convoquer tous les salariés, sociétaires ou pas, pour leur demander leur avis, on a le droit, évidemment. On peut faire... le principe d'organiser des votes et des choses comme ça, c'est pas interdit par les statuts? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, plus on implique les gens, mieux c'est. Après, en assemblée générale, on peut, si on veut, décider que c'est le vote majoritaire qui règle les problèmes. Sauf sur certaines décisions où légalement c'est plus compliqué que ça. Par exemple, la modification des statuts, c'est, je sais plus les chiffres, mais il faut les 2/3 des salariés. Enfin, il y a des trucs comme ça assez spécifiques qui sont actés légalement. Sinon, on peut très bien décider que c'est juste un vote à la majorité. Mais le but d'une coopérative, c'est de parvenir à un consensus quoi qu'il arrive. En fait, finalement,
c'est plus ça, c'est plus nous pour être satisfaits, c'est que si on arrive à un consensus dans les décisions, c'est vachement plus valorisant. Et c'est important pour l'implication de tout le monde, quoi. Moi, du coup, j'ai une question un peu inverse sur quand des gérants sont élus pour les décisions plus régulières ou caractère, j'imagine que le reste des sociétaires peut avoir un droit d'interférer si le reste des sociétaires estime qu'une décision a été prise par des gérants qui devraient les concerner. Alors, il y a de toute façon des décisions qui nécessitent des assemblées générales extraordinaires. On appelle ça comme ça. Donc, si jamais il y a une décision qui est faite sans cette assemblée générale alors qu'elle aurait dû, c'est pas que les salariés y peuvent, c'est que de toute façon, si jamais il y a un contrôle, normalement les coopératifs sont contrôlés régulièrement. On était censé avoir dans la première année notre contrôle coopératif. On l'a pas eu parce que les mecs sont débordés comme partout. Mais normalement, elles sont contrôlées régulièrement. Et si jamais il y a ce genre d'écart, de toute façon, ça passera pas. Après, si c'est une histoire d'estimation, de dire cette décision-là, franchement, ça aurait été cool qu'on la fasse tous ensemble, mais légalement, tu avais le droit de la prendre tout seul. Il y a... le but dans l'entreprise, ce serait qu'on soit capable d'en discuter et de se mettre d'accord par rapport à ça. Si jamais ça marchait pas, il y a de toute façon la possibilité prévue par les statuts de convoquer une assemblée générale à l'initiative des salariés qui viendrait effectivement mettre une barrière, voire destituer, entre guillemets, je ne sais pas le mot exact, mais révoquer le mandat du gérant. Donc il peut y avoir des assemblées générales à l'initiative des sociétaires. Il faut juste rassembler un certain pourcentage des sociétaires qui souhaitent convoquer l'assemblée générale. Et le gérant a obligation légale, parce que c'est le gérant qui doit envoyer les convocations. Quand ce pourcentage de sociétaires est atteint, le gérant a obligation légale de convoquer l'assemblée générale. Et s'il ne le fait pas, ça peut aller au tribunal, tout simplement. Une autre question de rappel aussi, tu peux rappeler quels sont les cas où on peut être sociétaire sans être salarié d'une SCOP? Alors, pas d'une COP. En coopérative, tant que 50% de l'entreprise est possédée par les salariés, je veux dire, n'importe qui peut devenir sociétaire. C'est un moyen d'apporter un petit peu d'argent dans le capital si jamais l'entreprise elle doit investir. C'est un moyen ça peut être un moyen de gagner de l'argent et de faire venir des gens prendre des décisions. Il faut savoir aussi qu'il y a possibilité, en cas de besoin, ça se fait plus en SCIC qu'en SCOP, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a possibilité dans certains cas d'émettre des parts qui ne donnent pas de droit de vote. Il y a un type particulier de part quand l'entreprise a vraiment besoin de lever des fonds, mais que ça risque par exemple de faire que les salariés perdent la majorité des droits de vote, ou les 65% minimum. Elle a possibilité, la coopérative, d'émettre des parts qui ne donnent pas de droit de vote. Dans ce cas, les gens qui achètent les parts le font en connaissance de cause et le font juste pour investir l'argent, mais pas pour participer aux décisions. Salut Nico, juste une Salut question. Pierre. Du coup, n'importe qui peut vraiment être sociétaire, même quelqu'un qui n'aurait pas le profil de... Tout à fait. Ouais. Si les sociétaires actuels l'acceptent. Ouais, d'accord. En fait, Il y a quand même un droit de regard les achats de parts sont toujours soumis à acceptation en assemblée générale des sociétaires existants. Donc voilà, ça fait partie des deux choses à faire une fois par an en assemblée générale. L'assemblée générale obligatoire tous les ans, c'est la validation des budgets. C'est-à-dire qu'on dit ok, c'est bien géré, ou non, il y a un problème, le budget on ne le valide pas, il y a des achats qui n'auraient pas dû être faits, et l'acceptation ou pas des gens qui ont demandé à être sociétaires. Au niveau de l'organisation démocratique d'une SCOP, est-ce que tu as des exemples d'outils originaux en fait, qui n'auraient pas dans d'autres sociétés? Alors je sais pas, je pense au tirage au sort, mais des choses comme ça qui seraient appliquées peut-être dans certaines SCOP. Alors je ne saurais pas te répondre exactement. J'imagine que vu le nombre de scopes, il y en a suffisamment pour que les gens aient testé un petit peu tout. Il y a des processus de prise de décision qui sont intéressants. Ce que tu dis touche beaucoup à ce qu'on appelle l'éducation populaire et ces choses-là. Là, je ne saurais pas y répondre exactement comme ça. Il y a des processus, des méthodes très très techniques, en fait, finalement, très pragmatiques de comment on fait dans une assemblée de 10 personnes, de 15 personnes pour parvenir à un consensus ou à une décision. On pourra en parler autour d'un café parce que c'est des choses qui méritent d'en discuter longtemps, en fait. C'est de se filer des liens internet de gens qui en parlent. Mais c'est effectivement un sujet extrêmement intéressant, je trouve, parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, que même à l'école on fait pas beaucoup, alors qu'elles pourraient être utiles, en fait.
Et voilà, par exemple, il y a un processus de décision, des fois c'est de dire, bon, alors qui est d'accord avec telle décision? Donc tous ceux qui sont d'accord, c'est bon. Et qui n'est pas d'accord, et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Et à partir de quel moment est-ce que cette décision-là... est-ce que vous pouvez vivre avec la décision si on la prend quand même? Et si vous ne pouvez pas vivre avec la décision si on la prend quand même, qu'est-ce qu'il faudrait changer en fait? Et c'est un processus comme ça où la proposition votée évolue progressivement jusqu'à ce que le pire des cas, c'est une personne qui dit « Bon, je suis pas d'accord, mais je peux vivre avec ». Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et en fait, c'est ce qui permet d'avoir des propositions qui évoluent, mais c'est des choses assez concrètes, assez pragmatiques dans la méthode de la prise de décision, en fait. Qu'on retrouve aussi dans le milieu associatif, des fois, d'ailleurs. Comment ça se passe pour la régulation des principes, dans le cas où les personnes qui écrivent les principes à la base ne sont plus sociétaires? Alors, les principes sont écrits dans les statuts, donc c'est une révision des statuts, donc il faut que 65%, je crois, je ne sais plus exactement, des sociétaires décident du nouveau texte à changer, en fait. Donc c'est vraiment c'est un processus de modification des statuts qui est tout à fait possible. Alors c'est pas facile de modifier les statuts, il faut quand même réunir beaucoup de voix, c'est plus que la majorité, enfin, pour justement que ça fasse quand même lieu de textes qui guident l'entreprise, mais ils peuvent être modifiés à tout moment, enfin une fois par an en l'occurrence. Merci, mais ce que je me demandais plus en fait, c'était comment les salariés peuvent s'assurer qu'ils sont respectés? C'est les salariés eux-mêmes qui font l'entreprise, du coup... comment dire, c'est le principe de la coopérative, c'est que justement il n'y a pas réellement besoin de contrôle, dans le sens où c'est les sociétaires eux-mêmes qui décident de leur propre boulot. Donc après, c'est comme dans toute entreprise, s'il y en a un qui fait n'importe quoi et qui respecte rien, on s'arrange entre nous, ça peut aller au licenciement, ça peut aller à plein de choses, mais l'entreprise elle-même va respecter ses principes, puisque l'entreprise c'est les sociétaires, et les sociétaires sont les salariés en fait. Donc la question ne se pose pas, en fait, finalement. C'est ça l'intérêt. C'est pas comme si tu étais dans une entreprise où le patron il ferait n'importe quoi et que tu serais pas du tout d'accord avec lui, et que là tu te dirais, bon, comment on fait pour faire changer les choses? Là, voilà, quoi. C'est une question que je t'avais déjà posée, mais peut-être pour la dire en public, c'est selon toi, quelle est la différence entre une SCOP et une association, en fait, au niveau démocratique notamment? Alors la différence, c'est que l'association, il n'y a aucune garantie de démocratie, puisqu'il n'y a pas de capital, puisqu'il n'y a pas de copropriété de l'association, il n'y a rien de tout ça. L'association peut très bien être un truc très très dictatorial, où c'est le président qui décide tout et les membres qui suivent, quoi. Après, au-delà de ça, c'est aussi deux formes complètement différentes. La plupart des associations sont à but non lucratif. Je ne sais même pas si une association est nécessairement à but non lucratif, je ne sais pas. C'est aussi deux choses différentes. La coopérative, c'est quand même une entreprise. Donc, en tant qu'entreprise, il y a une nécessité de faire du chiffre d'affaires pour payer les salaires et tout ça. Une coopérative ne peut pas ne pas faire de chiffre d'affaires, ou alors elle n'a plus de salariés, et si elle n'a plus de salariés, elle n'existe plus. L'association va être une forme qui se prête beaucoup plus à des activités très épisodiques ou des choses où il n'y a pas d'argent en jeu. Enfin, c'est deux choses un peu différentes. Et du coup, ça fait... tu disais, ça fait 1 an, là, du coup, quasiment. Ouais. Et du coup, ça va. Enfin, je veux dire, le Rainbox, ça y est, c'est parti. Vous avez plein de projets. Quel est quel est le futur, l'horizon maintenant de Rainbox? Et est-ce que vous en êtes vraiment... Enfin, vous en êtes plutôt fiers, je pense. Voilà. Quel est le futur? Pour l'instant, ça va. Ça demande encore à se développer. C'est pas encore tout à fait pérenne. Et voilà, il faut encore avancer. Pour ma part, alors je vais répondre pour ma part mon ressenti. Il faudra demander à Michael ce qu'il en pense. Pour moi, c'est une année qui est passée ultra vite. J'ai l'impression qu'on a monté la boîte il y a 1 mois, quoi. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Ouais, lui aussi. C'est passé très très vite, on n'a rien eu le temps de voir passer, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on s'est pas ennuyé, enfin c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, ce qu'il faut savoir par exemple, c'est qu'une entreprise c'est long, c'est difficile à monter. Par exemple, ça fait 1 an qu'on est monté, mais on ne s'est toujours pas payé de salaire à temps plein, ni l'un ni l'autre. Moi, je roule sur ce que j'ai gagné en auto-entrepreneur juste avant de monter la boîte à temps partiel, et je me paye, pour être tout à fait transparent, 557 € par mois, je crois que c'est ça, net.
Michael se paye... Alors Michael se paye 40 € net par mois, mais il a 30 € de mutuelle. On a eu peur à un moment que la mutuelle soit plus chère que son salaire. Donc tout va bien. En fait, Michael, c'est particulier parce qu'il a ce qu'on appelle l'ACRE, c'est-à-dire Non, c'est pas l'ACRE, c'est quoi? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, du changeur et SACEDIC. Voilà. On n'a pas besoin de payer Michael, puisque Pôle emploi paye Michael. C'est un peu ça l'idée. Mais... Voilà, donc c'est ça. Mais c'est normal au bout d'un an d'entreprise que ce soit pas encore pérenne à ce point-là. D'un autre côté, on aurait éventuellement pu se payer un peu plus, je pense, parce qu'on a de l'argent sur le compte bancaire. Mais c'est toujours plus sain de faire de la trésorerie au début si on peut, pour justement voir venir et puis pérenniser. Je passe à temps plein et je me paye enfin un salaire à temps plein là, mon avenant à mon contrat, mon cher associé va me le faire cette semaine ou la semaine prochaine. Et voilà, on pourra fêter le premier temps plein de Rainbox à la fin du mois. Au passage, juste sur les avenants, vous n'imaginez pas le bonheur que c'est à un moment de commencer à signer des trucs. Et on s'est bien marré au début quand moi j'ai signé le contrat de travail de Michael en tant que patron et que lui a signé le mien en tant que patron. Et qu'on fait des échanges de signatures comme ça, c'est marrant, quoi. Au niveau des salaires, justement, comment ça se passe? Il y a une obligation en fait de rémunération des sociétaires qui font partie de la SCOP en fait. Alors pour les salaires, non, ça marche comme toutes les entreprises. On dépend de la convention collective de l'animation pour nous. Et du coup, il y a une grille salariale minimum en fonction des postes dans la convention collective qu'on est tenu de respecter. Après, sur le niveau du salaire, tant que c'est au-dessus, c'est un arrangement entre nous, en fonction des revenus de l'entreprise, de voir... en fait, nous, le raisonnement il était très simple. On a calculé avec Michael combien j'ai besoin pour vivre correctement et continuer avec le train de vie que j'avais avant l'entreprise. On a estimé combien ça faisait, et du coup, on a décidé que c'était mon salaire, quoi. Tout simplement. Et du coup, parce que pour être bien, ce sera aussi le salaire de Michael à temps plein, on va se payer pareil, et on a choisi nous-mêmes ce qu'on avait besoin, quoi. Donc, et si le chiffre d'affaires le permet, on paye ça. Et si jamais il le permet pas, on en discutera et on verra comment on fait, mais on s'inquiète pas trop pour ça. Pour terminer, juste ce que j'ai pas dit, ce que j'ai oublié. L'énorme intérêt de la coopérative à titre personnel, c'est que j'ai gardé ma façon de vivre d'indépendant. C'est-à-dire que j'ai le chemin vers l'indépendance, c'est ça, c'est de l'émancipation, c'est devenir un peu maître de sa vie et tout ça. Mais ce qui est vachement bien, c'est que je le fais en ayant un CDI et en étant salarié, en ayant le chômage, en ayant une mutuelle, en ayant tous les avantages d'un salarié, mais en ayant une vie d'indépendant. Donc ça c'est absolument génial, la coopérative, puisque tout le monde est salarié, les fondateurs sont salariés, ne peuvent pas être indépendants juridiquement parlant. Donc en fait, on cumule vraiment les avantages des deux côtés. Et pour l'entreprise elle-même aussi, il y a un effet bis qui est plutôt intéressant, c'est qu'une coopérative, l'impôt sur les sociétés est calculé sur le dividende versé. Comme on ne verse pas de dividende, on ne paye pas d'impôt. Et les coopératives sont exonérées d'impôts locaux. Donc on ne paye pas d'impôt du tout en tant qu'entreprise. Évidemment, nous on paye notre impôt sur revenu comme tout le monde, mais l'entreprise elle-même ne paye pas d'impôt. Et aussi, elle a un accès privilégié au marché public. C'est-à-dire que si un appel d'offres, le marché, les commanditaires, hésite entre deux offres, la coopérative sera toujours prioritaire. Il y a une vraie volonté politique en France de favoriser les coopératives, aussi étonnant que cela puisse paraître. Ah non, il y a zéro communication autour de ça. C'est des choses qu'on a découvertes en montant les coopératives. C'est bizarre qu'il y ait... C'est pour ça que je dis que c'est étonnant, c'est qu'il y a ces mesures-là qui sont des trucs qui favorisent pas mal, en fait. Mine de rien, c'est chouette. Mais on ne communique pas autour de ça, on ne le sait pas, quoi. Même le statut de coopérative en soi, il n'y a pas grand monde qui connaît. Et quand on va à la BGE ou à la CCI en disant je voudrais monter ma boîte, help, les mecs ils parlent jamais de coopérative, ils savent même pas ce que c'est presque. Donc ça c'est vraiment étonnant, quoi. Alors, voilà. Je répète la question parce qu'on enregistre. Est-ce que je connais d'autres coopératives dans notre domaine, éventuellement plus importantes ? Quand on a créé la coopérative, on a appris qu'il y avait 7 autres, je crois que c'est ça, 7 autres coopératives de production audiovisuelle. On ne sait pas du tout ce qu'elles sont ni ce qu'elles font. Il
me semble que c'est pas qu'on doit être les premiers à faire vraiment la production de films d'animation, de fiction, enfin être une boîte de prod finalement assez classique. Il me semble qu'on est les premiers, mais je veux pas m'avancer là-dessus. Il faudrait que je vérifie. En tout cas, il y en a moins de 7. J'ai connu à Roubaix une coopérative qui s'appelait Résonance.coop, qui faisait de la communication visuelle, par exemple. Donc il y a des coopératives dans des domaines pas si éloignés que ça du nôtre, mais il y en a effectivement très très peu. Historiquement, les coopératives sont plutôt des entreprises agricoles. Il y a beaucoup de coopératives dans le domaine agricole, puisque c'était un moyen pour les agriculteurs et les paysans de s'associer entre eux facilement. Il y a beaucoup de coopératives laitières en Savoie, par exemple, pour fabriquer le Beaufort, entre autres. Je parle... Ouais, bon, là, c'est le cœur qui parle. Ah, une coopérative de production d'hydromel. Je me renseignerai, et peut-être que c'est ma prochaine activité. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ah, pour revenir, tiens, je pense à un truc, on parlait de la différence entre association et coopérative. À propos du HUIC, par exemple, on s'est posé la question que les dons qui sont faits pour du HUIC soient déductibles des impôts, puisque vous savez que les dons aux trucs d'intérêt généraux peuvent être à 66% ou 75%, je sais plus, déduits des impôts qu'on paye. On s'est renseigné, et c'est une différence par exemple entre l'association et l'entreprise, c'est que pour pouvoir avoir ça, on pourrait, mais il faut qu'on crée une association, qui serait une association dont la mission est de gérer du HUIC. Nous, en tant que coopérative, on ne peut pas faire en sorte que vos dons soient déductibles des impôts, parce que les dons, l'argent qu'on utiliserait doit être utilisé de manière complètement désintéressée. C'est-à-dire que, tout simplement, je n'aurai pas le droit de me payer de salaire avec les dons que vous me faites, pour que ce soit vraiment un truc d'intérêt général. Il faudrait que je sois bénévole sur le développement du HUIC. Donc il faudrait créer une association qui facturerait Rainbox pour le développement du HUIC. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin voilà, c'est une des différences entre les deux. Pour un peu répondre à la question précédente, je ne sais pas ce qui se fait en France, mais aux États-Unis, il y a Valve. Ouais. Qui a l'éditeur de jeux vidéo. Ouais, qui a une hiérarchie assez horizontale, et c'est les employés qui décident quel projet ils vont créer en fait. Ouais. D'ailleurs, je sais probablement pas les autres. C'est vrai qu'on parle des coopératives, mais une coopérative n'est qu'une entreprise traditionnelle avec des statuts particuliers. En vrai, on est une SARL comme une autre, mais nos statuts font de nous une SCOP. Et il y a des entreprises qui, sans avoir le statut de coopérative, ont un fonctionnement très 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 semblable aux coopératives. Évidemment, on a le droit dans une entreprise de faire de la démocratie, c'est pas interdit. Encore heureux. À des degrés divers, en fait, suivant les entreprises. Il y a des entreprises plus ou moins hiérarchisées, évidemment, et il y a des entreprises complètement horizontales qui ne sont pas des coopératives. Je sais pas s'il y a des tips pour par exemple faire circuler l'entreprise à l'étranger, tout ça, vis-à-vis soit administratif, soit juste implanter des genres de sites sur place, trucs comme ça. Comment ça, d'exporter notre activité? Ouais, c'est ça, juste pas forcément la boîte en elle-même, mais l'image, tout ça. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont possibles pour les scopes ou les trucs comme ça qui sont pas possibles? Il n'y a rien de particulier dans le fait d'être une scope par rapport à ça. On fonctionne. Faut voir qu'en dehors de ce que j'ai dit là, la scope a vraiment un fonctionnement d'entreprise assez classique. Après, par exemple, le label que j'ai montré, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une espèce de réseau d'entente, mais c'est de manière complètement informelle, mais il y a une bonne entente. Le fait de dire salut, j'ai une coopérative, quelqu'un au Brésil qui a aussi une coopérative, ça permet de nouer des liens. Ça peut permettre, je dis ça, on l'a jamais fait encore, hein, mais ça peut permettre de nouer des liens parce qu'on sait qu'on a une base commune en fait. Et il y a un annuaire mondial des coopératives justement sur le site par la fondation qui s'occupe de gérer le label que je vous ai montré. Je me souviens plus de leur site internet, mais il y a un annuaire mondial des coopératives par exemple, donc ça peut faciliter dans ce sens-là, quoi. J'ai juste une petite question concernant DOIC en fait. Tout à l'heure, tu nous disais que les ressources acquises par une entreprise lui appartiennent. Mm-hmm. Donc ça sous-entend que DOIC appartient à Rainbox. Oui, tout à fait. Donc, oui et non, parce que le logiciel entre légalement dans le domaine de la propriété intellectuelle, c'est une œuvre de l'esprit.
Du coup, c'est encore sur des lois particulières. En plus, dire que Duik appartient à Rainbox ou pas veut pas dire grand-chose, puisqu'il n'y a aucune valeur monétaire chiffrable derrière, puisqu'il est gratuit et libre. Que la licence libre fait que n'importe qui peut l'utiliser, le modifier et tout ça. C'est aussi une protection dans ce sens-là. Donc même si Rainbox est l'éditeur entre guillemets de Duik, en réalité demain n'importe qui peut prendre Duik et le continuer de son côté. Rainbox a aucune prérogative dessus en fait. Bon, je crois qu'on va pouvoir aller prendre un café. Je vous propose de faire... Il est quelle heure ? On peut faire une pause, un quart d'heure, 20 minutes de pause. Et après, il nous reste la conférence de Sébastien et de Nico sur Mythomène et Le vent dans les roseaux. Voilà, merci.